Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1. Au printemps 2019, vous recevrez certes votre déclaration de revenus, mais ce sera uniquement pour y indiquer des changements, car on sera passé au fameux prélèvement à la source qu'Emmanuel Macron voulait engager dès cette année. Finalement, ça entre en vigueur au 1er janvier. Bonsoir Amélie de Montchalin. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche de l'Essonne, coordinatrice du groupe En Marche à la Commission des finances de l'Assemblée. Bonsoir Jean-Yves Mercier. Bonsoir. Vous êtes avocat honoraire, membre du Cercle des fiscalistes. Je ne vais pas être très galant ce soir, je vais commencer par Monsieur Mercier, par Maître Mercier. Pourquoi est-ce que vous avez des réticences par rapport à certaines mesures de ce prélèvement à la source? Alors mes réticences portent non pas sur le principe d'un paiement contemporain de l'impôt, qui me paraît une mesure extrêmement salutaire, mes réticences portent sur la façon dont on s'y est pris pour opérer le paiement de cet impôt mensuel. Il me semble qu'il aurait été envisageable que, sans recourir ni à l'employeur, ni aux caisses de retraite, etc., l'administration s'arme pour opérer et calculer elle-même les prélèvements. On serait ainsi resté dans la relation directe entre le contribuable et l'administration fiscale, ce qui paraît assez simple, puisque le prélèvement de l'impôt sur le revenu, c'est une prérogative régalienne. Mais sous cette réserve, le système me paraît avoir été remarquablement construit. Ça a nécessité de prodigieux efforts de la part de l'administration fiscale pour boucler un système qui soit parfaitement cohérent. C'est des raisons pour lesquelles on l'a décalé d'un an d'ailleurs. Exactement. Et je pense que tous les contribuables seront heureux d'être soulagés de cet impôt qui pesait sur leur tête à la fin de l'année et qui représentait un an d'impôt sur le revenu. Ils seront soulagés au 31 décembre 2018 d'une année d'impôt sur le revenu, et ça pourra avoir un effet économique tout à fait décisif, parce que c'est de l'épargne qui va pouvoir s'investir dans l'économie. Sur ce qui vient d'être dit, Amélie de Montchalin, sur la relation, je crois savoir que l'administration fiscale reste quand même l'interlocuteur privilégié du contribuable. Alors, tout à fait, et je pense que bien sûr on cherche à rendre les Français heureux, on cherche surtout à avoir une politique adaptée aux Français. Vous savez quand même que ce dont on parle ce soir, ça concerne 17 millions de familles en France qui, il faut savoir, 30% d'entre elles ont des changements de revenus d'une année sur l'autre, où elles se retrouvaient jusqu'à maintenant dans un système absurde, qui n'était pas très social, ou parce que vous aviez un divorce, parce que vous partiez à la retraite, parce que vous perdiez votre emploi, vous aviez moins de revenus au moment de payer les impôts que ce que l'administration considérait de votre revenu avant. Donc vous vous retrouvez dans une situation où votre revenu effectif était plus bas que ce que l'administration vous demandait de payer. Donc la politique, l'objectif, là où il est vraiment intéressant socialement, c'est qu'on remet l'impôt en face de la vie des Français. Quand vous êtes un salarié agricole et que c'est une mauvaise année, que vous avez moins de travail, eh bien vous paierez votre impôt en même temps du moment où vous avez moins de travail. Si vous êtes dans un moment où vous avez plus de revenus, au lieu de devoir l'épargner pour se dire dans un an il va falloir que je paye mes impôts, vous paierez au bon moment. Bien sûr, l'administration fiscale reste le seul interlocuteur des Français pour gérer leur sujet d'impôt. Oui, l'employeur ne va recevoir qu'un taux qui va dire, voilà, pour monsieur Dupont, vous allez prélever X%. 90% des Français ont un taux de prélèvement qui va se situer entre 0 et 10%. Ce qui veut dire que un même taux d'imposition peut révéler des situations très différentes. Donc ceux qui nous s'inquiètent de dire, mais alors mon employeur va savoir ce qui se passe dans ma famille. Ça c'est la grande question. Ouais. Comme 90% des Français ont un taux entre 0 et 10%, quelqu'un par exemple qui a un taux de 6%, qui va être un des taux les plus pratiqués, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Ça peut vouloir dire il embauche une nounou parce qu'il a besoin d'avoir un service à domicile et donc il a un crédit d'impôt. Ça peut être il a par exemple investi, vous savez, dans un système Pinel. Ça peut être beaucoup de situations différentes. Appelé du nom de différents ministres, voilà. Avant ça. Il peut y avoir plein de situations différentes qui amènent au même taux. Donc l'employeur il dit juste j'observe que l'administration fiscale me dit que pour vous ce sera 6%. Et puis si le contribuable ne veut pas que son employeur sache les détails de sa vie personnelle, il peut choisir un taux neutre, c'est un taux moyen, et puis l'administration s'occupera ensuite de son côté, avec ce Français, de régler sa situation particulière. Alors tout va bien, Jean-Yves Mercier? Mais beaucoup de choses vont très bien. Dans les couples, par exemple, où les conjoints ont des revenus inégaux. Oui. Eh bien, les conjoints ont la possibilité de demander à leurs employeurs respectifs d'appliquer un taux personnalisé. Moi, j'ai choisi ça avec mon mari, vous voyez. On a choisi de ne pas être prélevé du même taux, pour que de mon revenu soit payé ce que je contribue au ménage et de son revenu soit payé ce qu'il contribue à notre famille.
Et ça permet ainsi à chaque membre du couple de tenir à l'abri du regard de son propre employeur le niveau des ressources du conjoint. Excusez-moi, monsieur Mercier, mais j'ai pas compris exactement vos réticences par rapport à cette réponse. Vous avez parlé de départ, mais oublions-la parce que le texte est voté autrement. Oui. On met à contribution les employeurs, les caisses de retraite, etc. Ce sont des gens qui vont devoir faire un travail administratif. Ah, c'est sur le travail de l'employeur. Évidemment, demander aux chefs d'entreprise ce qu'ils pensent du prélèvement à la source. On s'est mal compris. Ils ont une vision. Soyons clairs ils là-dessus. Ils ont une vision un peu négative parce que c'est sur eux. L'employeur va devoir travailler, Amélie de Montchalin. Alors, l'employeur, il a aujourd'hui un logiciel de paye et l'employeur, il communique déjà beaucoup de données aux impôts, puisque beaucoup de Français, d'ailleurs, ont des déclarations pré-remplies d'impôts et les informations ne sont pas arrivées par magie. Elles sont arrivées parce que les employeurs ont déjà transmis à l'administration fiscale beaucoup d'informations. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'avant, les informations remontaient de l'employeur au fisc, et maintenant elles vont aller aussi du fisc à l'employeur. Les canaux, les tuyaux existent déjà, ça s'appelle des canaux informatiques, et donc l'employeur, il a surtout à mettre à jour son logiciel de paye. Ça tombe bien, il y a des professionnels dans notre pays dont c'est le métier d'assurer les logiciels de paye. Donc aujourd'hui, Gérald Darmanin et le gouvernement travaillent très précisément avec ces personnes dont le métier est d'organiser que la feuille de paye des Français soit lisible et soit avec les bonnes informations pour que les tuyaux qui allaient de l'entreprise aux impôts puissent descendre des impôts à l'employeur. Le travail qui est demandé, c'est vraiment un travail d'informatique, puisque, je le dis vraiment à votre micro ce soir, si les employeurs, les patrons de ce pays ont en face d'eux des salariés qui leur posent des questions sur leur impôt, ce n'est pas à eux de répondre. impôts.gouv.fr, votre caisse d'impôt, le service téléphonique. Et surtout on ne parle pas de ses impôts avec ses collègues à la machine à café ou avec son employeur. On en parle avec les impôts. Je crains malheureusement qu'on va beaucoup en parler. En parleront. Mais... Jean-Yves Mercier, au cercle des fiscalistes, quel va être votre rôle justement par rapport à cette mesure ? Notre rôle sera plutôt un rôle d'accompagnement, en l'occurrence. Dans quel sens ? L'accompagnement de la réforme. Donc si nous découvrons des difficultés qui étaient imprévues, nous les signalerons et ferons des propositions. Je vous propose de marquer une pause dans ce fait du jour. On parle du prélèvement à la source et on se retrouve juste après. Europe Soir, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. 39-21 pour nous appeler sur ce prélèvement à la source. Est-ce que vous en avez peur ? Est-ce que vous pensez qu'au contraire c'est une mesure utile ? Vous nous appelez 39-21 pour répondre et pour questionner Amélie de Montchalin et Jean-Yves Mercier, qui, je rappelle, est membre du cercle des fiscalistes. Vous parliez de l'employeur tout à l'heure, monsieur Mercier. Il y a, et alors je adresse un peu la question à vous deux, il y a un problème si jamais l'employeur fait mal son travail, c'est ça ? Absolument, c'est l'employeur qui est responsable. Donc il doit opérer le prélèvement et le verser au trésor. Mais il peut lui arriver de faillir. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Alors, dans le texte qui avait été initialement adopté, l'employeur qui omettait d'opérer correctement les prélèvements et de faire le versement au trésor public était passible de sanctions fiscales, mais également de sanctions pénales. Amélie de Montchalin. Et là-dessus, la CPME qui représente les PME a eu un discours assez fort en disant on veut bien accompagner un mouvement, ça va effectivement apporter un peu plus de complexité, de débat dans l'entreprise, il faut qu'on mette à jour nos logiciels, donc ça aussi peut engendrer une forme de surcoût pour certains. Le ministre, suite à des discussions avec eux, a bien acté que ces sanctions pénales seront inexistantes ou très très allégées pour que les patrons soient des accompagnateurs du changement et soient pas réticents à pleinement jouer leur rôle. Je pense que c'est très important d'insister sur les petites entreprises, les toutes petites entreprises, les indépendants, les artisans, ceux qui sont, vous savez, des entreprises pas les grandes entreprises où il y a toute une armée de comptables et de services quand on est un indépendant, dédiés à cela. Les impôts, je vais vous parler du RSI qui était un gros mot dans les PME, dans les TPE. Aujourd'hui, avoir un paiement contemporain, de pouvoir dire voilà, j'ai des revenus, je paye, j'ai moins de revenus, je paye moins, c'est un vrai progrès social. C'est une vraie politique aussi d'accompagnement de la croissance d'entreprise. Vous payez de l'impôt quand vous avez des revenus. Je pense que c'est quelque chose qui est très important parce qu'on a voulu sortir d'une vision où l'impôt confisquait. Vous savez que toute notre politique, c'est que le travail paye. Donc,
un euro gagné, c'est un euro gagné. C'est un euro que vous n'avez pas besoin d'épargner. C'est un euro qui est le vôtre. L'impôt ne va pas arriver après coup pour vous faire des rappels. Le RSI, qui était le régime de cotisation des indépendants, qu'on essaye de transformer, qu'on essaye d'améliorer, la plus grande des critiques qui lui a été faite, c'est que justement, il n'était pas contemporain. Vous aviez des indépendants à qui il y avait des rappels sur plusieurs années. On leur disait, là vous êtes en 2010, en 2016, on aurait dû prélever plus, ou alors on vous a prélevé trop, merci de nous rendre l'argent. C'était un système ubuesque. Donc plus on rend contemporain le paiement, plus socialement on aide aussi nos agriculteurs, nos artisans, nos indépendants à être plus sereins, à connaître leurs ressources et à du coup pouvoir voir aussi plus de lisibilité de leur pouvoir d'achat au quotidien. Il y a aussi beaucoup de questions sur l'année blanche. Ça, c'est vrai que cette année 2018 qui a l'impression de passer à la trappe. Alors, on a entendu Gérald Darmanin dire que jusqu'à la fin des temps, on aurait cette année blanche qui nous suivrait et que cet argent serait perdu pour l'État. C'est le cas? C'est pas grave? C'est grave? L'État a une vie éternelle. Donc c'est vrai, si vous regardez à l'échelle de... On fait de la philosophie politique, là. Exactement. On va appeler Cynthia Fleury ou des philosophes si vous regardez à l'échelle d'une vie d'un Français, ce qui est vrai, c'est que l'année où il va partir à la retraite, il ne paiera pas d'impôt après. C'était ça la grande différence. C'est qu'aujourd'hui, vous aviez un système où vous partiez à la retraite, 700 000 Français par an partent à la retraite et avaient encore un impôt à payer. Cet impôt-là, effectivement, il ne sera plus payé. Et j'ajouterais que pour la classe des actifs jeunes, notre système ancien était extrêmement défavorable. Lorsqu'un jeune Français était détaché par son entreprise à l'étranger ou allait chercher du travail à l'étranger, il entrait dans le pays étranger d'accueil dans un système de paiement contemporain de l'impôt. Donc on lui rabiotait sa rémunération du montant de l'impôt payable dans son nouveau pays de résidence, et il avait eu 1 an d'impôt sur le revenu à assumer immédiatement. Cet effet est supprimé parce que la France rentre dans le système universel de paiement de l'impôt au fil de la réalisation du revenu. Ce qui est certain, c'est qu'on s'aligne, si on regarde un peu l'Europe, les pays qui sont autour de nous, les pays où d'ailleurs les Français vont travailler, tous les autres pays ont adopté ce mécanisme parce que c'est un mécanisme qui est économiquement sain et qui est socialement intéressant. Si vous divorcez, vous vous mariez, vous avez des enfants, vous partez à la retraite, votre situation change, votre impôt change aussi. Ou même quand on est en CDD et qu'on a des variations de salaire. Et ça, c'est très important puisque on sait justement si on veut accompagner notre jeunesse et puis aussi les Français qu'on va accompagner par la formation pour un retour à l'emploi, il faut que l'impôt qu'ils payent ne soit pas une source de stress et ne soit pas une source de surépargne. Vous savez qu'en France, on est des champions de l'épargne, c'est très bien. Sauf que si cette épargne, elle n'est pas là pour être investie, pour être épargnée au bénéfice ou bien de la préparation d'un projet... On épargne plus de 15% de notre revenu par an. On est un des pays où... Parce que moi, j'entends tout et n'importe quoi. J'entends qu'on est les champions de l'épargne. Et d'un autre côté, j'entends qu'une grande partie des Français vivent à découvert. Donc, il va falloir m'expliquer. Effectivement, il y a 30%... On a de l'épargne d'un côté, puis on laisse son compte courant à découvert. Il y a 30% des Français qui ne sont pas en capacité d'épargner. C'est que pour qui les fins de mois sont difficiles. Et 30%, c'est quand même colossal. Et c'est pour eux qu'on travaille, pour que le travail paye, qu'à la fin du mois, on ait plus. Et c'est toute notre politique économique qui est là. Mais si vous prenez l'ensemble des revenus en France, entre ce qui est gagné par les Français et ce qui est consommé, il y a un écart de 15%. C'est un des pays où, depuis des décennies, ce taux est resté constant. Une partie de cette épargne, on le sait, c'est pas l'épargne productive, c'est pas l'épargne qui va financer des projets, c'est pas l'épargne qui finance des entreprises, c'est l'épargne qui est mise de côté parce qu'on a peur que l'impôt sanctionne après coup. Moi, il y a une chose, et je partage ce questionnement que j'entends vraiment partout, c'est pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à faire cette réforme? Ça, c'est Monsieur Mercier. Écoutez, ça fait 40 ans qu'on y songe, et il y avait 4 obstacles majeurs pour le passage au prélèvement à la source. Voilà. D'abord, l'opposition des membres de l'administration fiscale, des syndicats de fonctionnaires des impôts qui estimaient ou qui craignaient que ce soit une source de suppression de l'emploi. Bon. On avait la réticence des employeurs qui ne voulaient pas faire office de collecteurs d'impôts. Et il y avait le troisième problème, c'était celui de l'atteinte au secret de la vie privée. Puisque divulguer son taux d'imposition, c'était d'une certaine façon trahir le niveau de ses revenus. Et puis il y avait une 4e difficulté, on prétendait qu'on ne pouvait pas traiter l'année blanche. C'est-à-dire qu'il était absolument inconcevable de faire cadeau que des arguments balayés d'une année d'impôt. Par Gérald Darmanin et son équipe. Et la réforme votée en 2016 a surmonté ces... C'est le fruit d'un travail pragmatique.
C'est-à-dire qu'on s'est dit, bah voilà, sur chacun de ces points qui ont été pendant des années invoqués pour expliquer qu'on ne pouvait rien changer et que les Français seraient ce pays bizarre où tous les autres y arriveraient mais pas nous, eh bien nous avons travaillé. Il y a encore quelques précisément. pays qui sont au prélèvement, j'allais dire normal. L'OCDE, Enfin, c'est pas le normal n'est pas le bon mot. De l'OCDE, des le pays, seul. voilà, le seul. Donc c'était quand même une bizarrerie. Alors on aime bien le folklore, mais là on était vraiment dans la bizarrerie. Il faut avoir en tête que tous ces obstacles ont amené du travail très sérieux, très concerté par l'administration fiscale, et il faut le dire là, le numérique, le fait qu'on puisse aujourd'hui avoir de la transmission automatique de données facilite quand même beaucoup les choses, va rendre le système opéré. Il y aura bien sûr des agents dans tous les services des impôts qui vont accompagner les mouvements, mais parce que nous avons aujourd'hui des outils beaucoup plus efficaces, on n'a pas besoin de faire de la paperasse à déraisonnable pour opérer ce changement. Merci à vous deux, merci Jean-Yves Mercier, membre du Cercle des fiscalistes, et merci à Amélie de Montchalin, députée La République En Marche de l'Essonne.